organisée par l'école de la cause freudienne, donc une école de psychanalyse, dont le thème est faire couple, liaison inconsciente. Donc à partir de ce thème, l'association de la cause freudienne à La Réunion, donc une association de psychanalyse, s'est posé différentes questions, a organisé différents temps, et à un moment donné, la rencontre avec l'association Horizon nous a amené à nous dire qu'on ferait bien une soirée sur faire couple avec son genre. Voilà, donc l'association Horizon qui a beaucoup œuvré pour l'organisation et que ça puisse se concrétiser ici, dans cette salle qui est quand même assez jolie. Donc faire couple, ce n'est pas synonyme de vivre en couple ou d'être en couple, pour la psychanalyse en tout cas. Faire couple n'est pas non plus faire un dans une osmose totale des corps, ça serait même plutôt deux, un qui jouissent à ce moment-là. Donc, quand bien même on essaye de se mettre à la place de l'autre, quand bien même on puisse se dire ce qu'on éprouve, c'est quand même deux, un qui font couple. Lorsqu'on aime, c'est d'ailleurs quelque chose qui nous fait signe chez l'autre. C'est quelque chose qui nous fait signe et qui fait que l'autre est responsable et qui faisait dire à Lacan que l'amour est toujours réciproque parce qu'il y a quelque chose chez l'autre qui nous fait signe et qui fait qu'on peut faire couple tous les deux. Alors, on fait couple. On fait couple, donc on est aimable pour quelqu'un. On est aimable, mais pourquoi moi? Pourquoi il m'a choisi? Pourquoi elle m'a choisi? Il y a toujours une énigme. Il y a un petit quelque chose qui échappe et pourtant qui gouverne ce qui va se passer entre deux. Bien que la science et les méthodes actuelles veuillent essayer de visualiser ou de mettre sur des écrans ce qui peut se passer au niveau du désir, est-ce qu'il y a des zones qui sont activées quand on est amoureux, est-ce qu'on peut repérer ça sur des imageries? Eh bien, il y a toujours quelque chose qui va échapper et qui ne peut pas se visualiser. Ce petit quelque chose, c'est ce qui se passe au niveau de l'inconscient. Tout au mieux, ça peut éventuellement s'entendre. Alors s'entendre dans plein d'expressions, comme « je t'aime à en mourir »,« je t'aime à la folie »,« je t'aime autant que je te hais »,« je t'aime parce que tu cuisines aussi bien que ma mère », je t'aime parce que tu es bricoleur comme tous les hommes de ma famille. Je t'aime parce que tu as l'odeur de ma grand-mère. Donc, ça peut être aussi un regard, c'est-à-dire un regard qui a touché un sujet très très jeune et que le sujet va retrouver dans l'autre. Et ça peut être ça qui va sceller le couple et faire couple. Donc, il y a une contingence de la rencontre et chacun va apprendre la langue de l'autre si on veut que le couple dure, ce qui est finalement pas une mince affaire. Et de nos jours encore peut-être plus compliqué. Donc on aime l'autre, non pas pour sa perfection, mais peut-être parce qu'il est bancal. On n'a qu'à regarder un peu autour de soi. Donc faire couple, ce n'est pas quelque chose de programmé. Comme être homosexuel ou hétérosexuel, ce n'est pas programmé. D'ailleurs, Freud disait qu'être hétérosexuel, ça ne va pas de soi, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas soumis à des conditions biologiques, mais c'est plutôt une construction psychique. Donc, y aurait-il des impasses différentes pour les couples de même sexe? Ne sont-ils pas dans les mêmes embrouilles au sein desquels le couple se fait, se refait, se défait? Ne se pose-t-il pas les mêmes questions face au mariage, face à l'engagement? Les personnes qui se travestissent ou transidentitaires, poussées à faire se rejoindre leur apparence corporelle et leur identité sexuée, sont-ils dans un faire couple avec l'autre ou avec eux-mêmes? Ça, ce sont toutes les questions qu'on s'est posées quand on s'est rencontrés, donc quand les deux associations se sont rencontrées.
bien que ce ne soit pas encore facile de faire couple avec son genre, et d'autant plus sur notre petite île, peut-être que ça le devient un petit peu plus grâce à une Jodie Foster qui va pouvoir déclarer en public ou faire des éloges en public de la femme qui a élevé des enfants avec elle. Ou alors grâce à un défilé de Chanel où on verra où la fin du défilé est un couple de mariés et eux qui sont accompagnés d'un enfant. Donc nous commencerons cette soirée par la projection d'un film qui va être présenté par Stéphane Ducamp. Alors, vous n'allez pas y retrouver comment on y fait couple de façon réussie dans ce film, mais pas du tout. Ça serait plutôt une impossibilité à faire couple quand vous verrez le sujet, le personnage principal est né garçon, mais son être plus profond est un être de femme. Donc là, ça devient difficile de faire couple. Donc on verra un petit peu toutes les impasses qu'il va y avoir pour cette personne dans le film. Donc cette soirée est placée sous les auspices de la conversation. Donc vous intervenez quand vous voulez. Et ça aura un but pour nous d'enseignement par rapport à ce qui peut faire couple au XXIe siècle. Voilà, je vous remercie. Allô? Oui, ça marche. J'ai gentiment prévu d'être sur le pupitre, ce qui fait que, voilà, du coup, moi, j'avais ma technologie stupide, ce qui fait que maintenant, je suis très embêté avec ma technologie. Alors, je vais essayer de résumer. Alors, chercher l'autre, serait-ce de vouloir partager avec lui le bon, le bien et le beau? Alors, j'ai repris un texte qui est un texte de Dostoïevski. Je suis très bon pour le prononcer quand même, je suis très content. Alors je vais vous en faire part. Ce texte était en préface d'un livre qui s'appelle Confession d'un masque de Mishima. Mishima étant un auteur qui a fait à son époque la une sans aucun problème, dans le sens où à la fois c'était un traditionnaliste japonais dans un Japon féodal et qui à la fin voudra renverser le Japon et qui à la fin se fera, alors qu'il est exemplaire dans l'attitude, dans l'amour de la tradition japonaise qu'il a. Il a un défaut, il est homosexuel. Et à la fin, il va adopter la tradition au point de se faire harakiri lui-même. Ce qui est, voilà. Donc ce préambule, je vais vous le lire. Alors, la beauté est une chose terrible et effrayante. Terrible parce qu'insaisissable et incompréhensible. Car Dieu a peuplé ce monde d'énigmes et de mystères. La beauté, ce sont les rivages de l'infini qui se rapprochent et se confondent. Ce sont les contraires qui s'unissent dans la paix. Je ne suis guère instruit, frère, mais j'ai beaucoup médité là-dessus, que de mystère en ce monde, l'âme humaine est opprimée de vivre parmi tant d'énigmes indéchiffrables. Résous-les comme tu peux et range-toi pour en sortir indemne. La beauté. Ce que je ne puis souffrir est de voir des hommes d'esprit supérieur et de cœur élevé adorer l'idéal de la Madone pour sombrer ensuite dans celui de Sodome et Gomorrhe. Voilà. C'était ce texte et ça m'importait de vous le lire parce que c'est un texte qui a peuplé mon adolescence en préface de ce livre. Alors, parler d'orientation sexuelle tient souvent à parler de genre. La sexualité est l'intime mélange de ce que nous considérons comme féminin et masculin. Mais parler de genre, est-ce parler de sexualité? Et peut-on parler de l'un en ignorant l'autre? Est-ce notre sexualité qui induit notre genre ou est-ce l'inverse? Le genre est-il nature ou est-il culture? On vous l'avait bien dit, ça ne sera que des points d'interrogation, il n'y a aucun point d'exclamation dans la démarche qui est la nôtre. N'est-il pas l'un issu de l'autre en perpétuelle évolution? Chaque société, civilisation n'a-t-elle pas sa vision du genre qu'elle vient édifier sur le genre premier, naturel et biologique? Alors pourquoi le choix de Beau-frère du réalisateur Hassen Belaïd? Parce que si tant est que la Réunion soit en France, la culture, le cloisonnement qui existe entre les hommes et les femmes, on va dire qu'il est plus proche que ce que vous allez voir
dans le film qui se passe en Algérie. Donc à La Réunion, pour moi, cette scission entre les hommes et les femmes est plus proche de ce que vous allez voir que ce que les autres courts-métrages qu'on avait à vous proposer étaient pour moi dans une optique beaucoup plus métropolitaine, de la même manière. Parce que... voilà. Excusez, je reprends ma respiration. Parce que pendant bon nombre d'années, ici, comme dans bien d'autres cultures, la thématique du genre a épousé dans sa représentation l'orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a, dès qu'on parle de travesti, de transgenre, d'homosexualité, pendant très longtemps, c'est resté, on va dire, un sac dans lequel on mettait tout et qui dépendait principalement de ce qu'on appelait la brigade des mœurs à l'époque, ce qui n'était pas terrible, soit dit entre nous. Pour petit rappel, moi qui ai 52 ans, je ne le fais pas, je vous remercie. En l'occurrence, j'ai eu la chance, et je suis content d'être avec la CF aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être un malade mental, on va l'appeler comme ça, jusqu'à l'âge de 29 ans. Donc c'est quelque chose qui a complètement évolué, complètement changé, notre vision a changé. Mais là, pareil, on a choisi ce film parce que justement, il y a beaucoup de clichés dedans qu'on va retrouver et qu'on retrouve ici. Voilà, puis parce que le héros principal s'appelle Leïla. Et qu'à La Réunion, on a la chance d'avoir une Leïla. Et que ce que vous allez voir comme situation, eh bien, apparemment, Leïla à La Réunion, elle les a vécues. Donc je trouvais que là aussi, c'était une bonne façon de se remettre au niveau de La Réunion. Voilà, je vais arrêter de parler. On va laisser la place au court-métrage et après, vous aurez tout le loisir d'intervenir comme vous l'entendez. Et je maintiens, le but, c'est des points d'interrogation. Parmi nous, il n'y a aucun point d'exclamation. Eh bien, rebonsoir. Voilà, donc écoutez, il y a une chose que je voulais préciser aussi, en l'occurrence au niveau du réalisateur du film, qui a la gentillesse de nous le prêter, parce que c'était important de le dire, dans le sens où on a échangé le réalisateur par Facebook, lui et moi, il a eu la gentillesse de nous le prêter pour cette soirée. Donc voilà, je tenais à le préciser et à le remercier de nous l'avoir prêté. Vous allez pouvoir réagir, c'est ça l'essentiel. Hein? Je vous sens tous très calmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir sur le film déjà? Ça me paraît important. Oula, c'est calme, c'est très calme. Je ne vais pas vous la faire Jacques Martin quand même, ça date un peu. Ça risque d'être embêtant. Madame Jouvenot, vous n'avez pas quelque chose à dire? Non, non. Non, pas tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de cette vision du masculin et du féminin qu'on peut trouver dans ce film? Ah, elle a un micro en plus, c'est fabuleux. Ce beau-frère, moi, je l'ai trouvé très touchant. En fin de compte, devant le... Après, il y a peut-être plein de projections de mon côté qui viennent là, mais c'est vrai que... La toute première fois que j'ai vu le film, ce court-métrage, je me suis dit, en fin de compte, ceux qui font couple, ces deux beaux-frères-là, ils repartent l'un... c'est vraiment ils reflètent bien ce que c'est que la découverte d'avec l'autre en tant que ce qui représente de différent. Et cette soirée de ce beau-frère-là... qui scoltine quasiment cette belle-sœur, en fin de compte, Habiba, c'est à son corps défendant presque, ça devient une grande découverte pour lui, en fin de compte. Et il découvre aussi ce que c'est que la féminité, grâce paradoxalement à ce garçon qui se travestit en femme. Voilà. Enfin, voilà, moi ce sont les premiers éléments que j'ai pu sortir de ce film, de ce court-métrage. Moi j'avais une question peut-être plus par rapport à votre association, c'est-à-dire que au-delà du film, si le choix a été fait de ce film-là, c'est parce qu'il y a peut-être des difficultés à faire couple,
justement avec son genre à La Réunion. Vous disiez dans les conversations qu'on avait, c'est peut-être un peu plus compliqué ici qu'en métropole. Alors j'aurais voulu que vous répondiez un petit peu à ça ou à autre chose. C'est vrai que je suis peut-être pas le mieux Tout le monde ne placé vous pour en connaît parler. pas peut-être, Émile. Oui, donc je suis Émile Épinay, je suis président de l'association Horizon. Oui, donc je suis réunionnais, certes. Après, c'est vrai que j'ai toujours été très éloigné de ces représentations-là. Je n'ai fait que les observer un peu avec toute la perplexité qui pouvait être la mienne en tant qu'enfant, puis en tant qu'adolescent, puis en tant que jeune adulte. Tout ce que j'ai pu voir, effectivement, c'est que la façon de se lier entre les hommes et les femmes ici, elle était souvent problématique, souvent empreinte de violence, parce que même si on n'aime pas le rappeler, on est quand même un des départements d'outre-mer, enfin des départements de France où il y a le plus de violences intrafamiliales, ou peut-être est-ce l'un de ceux où on le voit le plus, peut-être aussi. Et ça explique, selon moi, qu'il y a quelque chose soit qui ne fonctionne pas, soit quelque chose qui est encore à vif dans la société réunionnaise et qui n'aide pas les gens à pouvoir faire un dans la paix, enfin se rencontrer dans la paix. Donc ce que j'avais pu entendre à ce sujet, c'est que ça pouvait remonter au temps de l'esclavage, où la valeur de la femme était largement supérieure à celle d'un homme d'un point de vue marchand, par rapport au fait que les femmes pouvaient avoir des enfants et que du coup elles pouvaient être une source de revenus supplémentaires, elles pouvaient être des compagnes, elles travaillaient souvent à l'intérieur, donc elles pouvaient aussi apprendre la langue plus rapidement, tandis que les hommes étaient essentiellement des forces de travail. Et on dirait que c'est quand même quelque chose qui a traversé les générations, qui n'a jamais été mis à plat. C'est-à-dire que les gens ont essayé de vivre et de s'adapter à l'époque moderne qui arrivait très très vite ici, surtout dans les années 50-60. Des gens qui ont l'âge de mes parents me disent que pour eux ça a été un grand choc et qu'ils sont une espèce de génération de transition qui ont connu l'avant et l'après. Et de ce qu'on a pu voir, c'est que ce conflit-là entre le féminin et le masculin n'a pas été réglé entre-temps. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet, un peu pris au dépourvu. Et qu'il y a quelque chose à dire. Bonsoir, Isabelle Pilot, le théâtre Les Bambous, complètement à l'est, à Saint-Benoît. Je ne pense pas que ce soit un trait spécifiquement réunionnais, que cette liberté, entre guillemets, de choisir son camp, son rang, son genre, soit plus compliquée ici que dans un village de Bretagne ou de la Creuse ou même dans certains quartiers de grandes villes. C'est quand même un combat de tous les instants pour les femmes, pour les hommes, pour les uns comme pour les unes et les autres, que d'affirmer des choix de vie et des choix de travail, de vie commune, d'appartenance sexuelle, de préférence sexuelle. C'est extrêmement un combat de tous les jours. Et je ne pense pas que ce soit plus compliqué à La Réunion qu'ailleurs. Alors, je réagis juste sur une chose. Je ne crois pas que ce soit moins compliqué. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'il y a une équivalence de complexité. Moins compliqué non plus. D'accord. Oui, on peut le prendre comme ça. Je pense que le problème, si problème il y a, est d'une grande généralité. Oui. Il y a une chose sur laquelle je rebondis quand même, c'est la notion de choix. Je reste toujours très... Pour moi, c'est pas réellement un choix de vie, dans le sens où, j'allais dire que ce soit sur l'identité de genre ou que ce soit sur l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qu'on ne décide pas de la même manière. C'est quelque chose qu'on va, pour moi, devoir s'adapter, j'allais dire, à la vie normale, qui est par principe, le grand gagnant, c'est une vision très hétérocentrée, on l'appelle comme ça, de la société, et c'est valable sur le phénomène de genre, dans le sens où on ne considère pas qu'il puisse y avoir une notion de choix du genre de la même manière. C'est même tout un combat qui est mené à ce sujet-là, dans le sens où, au niveau du droit, la plus grande difficulté que peuvent avoir les personnes qui sont transgenres, c'est justement le fait qu'on ne leur octroie pas un choix aussi facile en termes d'obtenir une identité propre au niveau de l'État, qui soit homme ou femme.
Donc le choix est toujours quelque chose de très compliqué. Oui, oui. J'entends ce que vous voulez dire. Peut-être que le terme de choix n'est pas le terme approprié, mais il me semble que d'affirmer une façon d'être, une façon de vivre et de vouloir vivre sa vie comme on l'entend est aussi compliqué en France hexagonale, continentale, métropolitaine, que dans certains départements d'outre-mer, que dans certains départements continentaux, que dans les grandes villes, un peu moins dans les grandes villes parce qu'on est plus, on est moins soumis au regard de l'autre, et donc c'est peut-être plus évident, encore que j'en sois pas persuadée. Voilà, c'était juste une réflexion comme ça. Elle était bienvenue. Quelqu'un souhaite réagir sur le sujet? Quant à ce film, puisque j'ai le micro, j'en profite. Hein. Ouais. Quant à ce film, moi je le trouve très, très émouvant, comme vous l'avez dit. Je le trouve aussi un peu caricatural, même si j'ai pu côtoyer des personnes comme Habiba, et que la caricature fait presque partie du personnage. Ça va avec. Moi, ce que je trouve très, très touchant, c'est pas tellement la découverte d'une féminité, je suis pas sûre que ce soit ça, c'est juste la découverte d'un autre qui peut être ressemblant et qu'on a envie d'accompagner, de lui mettre la main autour des épaules et de se dire c'est une personne humaine et je vais pas la laisser se faire tabasser par n'importe qui. Quelqu'un souhaite réagir? Antoine. Allez. Alors, pour revenir sur le court-métrage, effectivement, je trouve qu'on voit bien cette différence féminin-masculin à un moment du film, où on passe donc de la sœur avec sa sœur, justement. Aussi, on monte un peu plus masculin, il y a les cigarettes, le bus, avec ce plan, avec tous les hommes. Et après, c'est ce cheminement du beau-frère vers justement cette découverte d'un féminin différent. Donc voilà, au niveau de ça. Après, pour revenir sur ce qu'on disait entre genre et orientation sexuelle, ça me fait penser à un jeune homme que j'avais rencontré en métropole, donc au sein d'une association, et qui justement se découvrait son homosexualité et qui a commencé à sortir dans le milieu gay, etc. Et qui avait, il me parlait justement un peu de ses symptômes avec des suées nocturnes, il se levait le matin avec des angoisses, etc. Et ce qui le gênait, c'est qu'en fait, il était un peu dans cette dissonance où il fréquentait des hommes, mais qui étaient plus dans la féminité. Et en fait, finalement, ce que recherchait ce jeune homme, c'était bien le masculin et non le féminin. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et par rapport à tout ce qui est stéréotype, on va dire, chez les homosexuels hommes, chez les gays, où on va associer à la féminité, et ce garçon-là, en fait, justement, rejetait tout ce qui était trace visible de la féminité. Et après, voilà, il a rencontré quelqu'un qui était beaucoup plus dans le masculin, et on peut dire qu'effectivement, inconsciemment, il a fait couple avec le masculin à ce moment-là. Donc voilà pour moi. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir sur le film ou autre chose sur justement qu'est-ce que faire couple finalement. Faire couple avec son genre. Oui, mademoiselle, c'est bon. Bonsoir, Carole Rico, voilà, je suis médecin. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que disait la dame, j'en ai partagé avec mes voisines, donc, à propos des grandes villes ou de la Réunion. Moi, je crois aussi, pour avoir vécu un certain nombre d'années en métropole, qu'il n'y a pas de différence et qu'au fond, dans les grandes villes, peut-être que dans les couloirs du métro, on peut passer plus inaperçu, mais dans sa famille, dans son travail, les problématiques, elles ressurgissent tout le temps, en fait. Donc, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui a à voir avec soi et qu'on trimballe partout et avec lequel on peut vivre caché partout sur le globe, ou alors avec une autre vision, et c'est là que les problèmes surgissent, quoi. Voilà, c'était tout. Et sur le film, juste, moi aussi j'étais touchée par, mais je suis une âme sensible, par le cheminement du jeune beau-frère et surtout le fait à un moment donné effectivement
d'être flippé par la différence et puis à un moment donné dans le danger de rencontrer l'humain qu'il y a derrière et de finalement revenir à sa propre humanité à lui, quoi. Voilà, c'est tout. Allô, oui, merci. Moi, ce qui m'avait intéressé aussi, et puis je voulais faire une petite réflexion quand même, et c'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais motivé mon aimable équipe à choisir ce film, c'est en l'occurrence le rapprochement qui existe entre, on va dire, la condition LGBT, homosexuelle, on l'appellera comme on veut, je n'ai pas de notion sur le sujet, et la condition de la femme. Et que la société en elle-même, c'est mon portable, ce qui est évident. Voilà, c'est fini. Cette proximité qui existe dans les combats pour ce qu'on appelle aussi étrangement les minorités sexuelles, qui n'est pas un mot très adapté non plus, et cette proximité avec le combat féministe, le combat féminin, le combat pour le droit des femmes. Pendant des siècles, ça a été une problématique. Et moi, je rapproche toujours cette problématique du combat pour l'identité sexuée, l'identité de genre et l'orientation sexuelle au combat des femmes. À La Réunion a une particularité, il existe une violence faite aux femmes qui est très forte. On a la chance d'avoir Thérèse Baïf parmi nous qui s'occupe du sévif et des violences intrafamiliales. Et ici, on est très sensible à ça. Et la condition de la femme est toujours quelque chose de très compliqué à La Réunion. Si vous allez le dimanche au pique-nique, vous verrez que la différence entre les hommes et les femmes, elle est très marquée. Les femmes sont autour de la table, etc. Et les hommes sont à côté du barbecue. Mais c'est très, très séparé. C'est quelque chose d'assez... Pas qu'à La Réunion. Mais je trouvais que c'était très marqué ici, de façon très précise. Ah, je vais laisser Marie-Pierre parler. Tu vas dans n'importe quelle réunion de famille, un dimanche, tu vois, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir les hommes qui vont s'occuper du barbecue, les femmes qui vont préparer la salade ou je ne sais pas trop quoi. Il y a des archétypes comme ça, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, il y a des choses en ce qui concerne le féminin et le masculin qui, de toute façon, sont très marquées, que ce soit à La Réunion. Enfin, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à vouloir un petit peu expliquer la spécificité d'un fonctionnement dans telle région ou telle autre région, mais ça, ces regroupements entre hommes, entre femmes, quelles que soient les générations, quel que soit le lieu où on se trouve, moi je trouve que c'est des choses qu'on observe très 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 régulièrement. Et après, je te rejoins, travaillant moi dans le cadre de la protection de l'enfance par ailleurs, la question de la violence faite aux femmes, c'est le quotidien, et on voit plus souvent des femmes violentées que des hommes, hein. Ça c'est aussi une réalité, voilà. Mais après, il faut faire aussi attention à pas forcément trop caricaturer non plus, hein, voilà. C'était juste la petite nuance que je voulais apporter. Merci pour cette nuance, Marie-Pierre. Quelqu'un souhaite intervenir? Thérèse Baïf, sur la violence faite aux femmes. Non, je ne vais pas... Ça va? Non, je ne vais pas intervenir sur la violence faite aux femmes, quoique il y en a beaucoup à dire. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, mon sentiment, c'est que nous avons un combat à mener aujourd'hui, un combat de l'acceptation de l'autre, de la reconnaissance de l'autre. L'autre, il est ce qu'il est. Et je pense qu'aujourd'hui, cette espèce de discrimination qu'on porte en nous est quelque chose que nous devons... C'est quelque chose pour lequel on devrait vraiment lutter. Vous savez, moi, la personne autre, je l'accepte dans sa dimension personnelle, intime, telle qu'elle est. Et je pense que c'est vers cela que nous devons vraiment lutter pour. Je ne suis pas une intellectuelle, donc je ne vais pas vous faire de grands discours par rapport à ça. Moi, je suis simplement dans la relation et la relation humaine. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette espèce de respect, de générosité par rapport à l'autre.
si on avait du respect, de la générosité par rapport à l'autre, par rapport à ce qu'il est, je pense que notre monde serait meilleur. Que ce soit dans le féminin ou ce soit dans le masculin. C'est-à-dire que chacun est ce qu'il est, et moi je l'aime par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il m'apporte à moi, et non pas par son orientation ou pas sexuelle. Ça ne m'intéresse pas, ça intéresse lui, c'est lui que ça intéresse, pas moi. Moi, j'ai fait mon choix, j'ai mes orientations, mais je pense qu'on est dans ce monde aujourd'hui où on est absolument vouloir mettre une étiquette sur l'autre. Je reconnais que ce n'est pas un monde qui est facile. Je reconnais qu'aujourd'hui, l'insulte qu'on peut retrouver dans les cours de récréation, c'est encore pédé. Et ça, c'est cela, c'est de cela dont nous devons vraiment nous intéresser. De dire, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce une insulte? Ça peut être aussi espèce de cafre ou des choses comme ça. Voilà, c'est l'autre qui est différent. Et bien forcément, il n'est pas moi, il est mon ennemi, il est contre moi. Donc voilà. Bon, voilà. Par rapport au film, je l'ai trouvé bien fait. Je n'ai pas à donner de notes, mais je trouve que ce n'est pas ça qui défendra la cause aujourd'hui, notre cause. C'est pas, pour moi, c'est pas ce genre de film-là, parce que cette caricature, cette femme cette personne qui est d'une grande générosité, qui est vraiment absolument admirable dans ses relations, mais on la montre sous un jour qui est un peu, voilà, elle est un peu la personne un peu ridicule. D'abord, le petit beau-frère ne veut pas la voir, hein, il a honte d'elle. Ensuite, les hommes abusent d'elle, simplement parce qu'elle est. Donc, il n'y a aucun respect, il n'y a rien. Et je pense qu'elle ne fait pas non plus ce qu'il faut pour se faire respecter. Peut-être, je n'en sais rien, voilà. Je ne sais pas. Je dis ce que généralement quand je parle avec mon cœur et avec mes tripes et avec peu d'autres choses. Voilà. Au revoir. Merci. Alors juste pour recentrer un petit peu les choses. Donc effectivement, on était là pour faire couple avec son genre. Donc. Oui, excusez-moi, Madame Baïf. Parce que l'idée de faire couple, là, on voit bien que c'est pas si simple. Madame Baïf, malgré tout le respect que je peux avoir pour votre combat, que je ne connais pas tellement ce que vous avez fait, mais votre nom ressort souvent. Je sais que vous avez énormément œuvré à La Réunion pour ça. Entendre dire que cette femme ne fait pas ce qu'elle fait pour se faire respecter, ça me touche au plus profond de moi. Je suis moi-même une femme transgenre et elle est ce qu'elle est, un point c'est tout. Elle vit ce qu'elle a envie de vivre. Et à part foutre des baffes au mec ou j'en sais rien, je trouve que c'est du sexisme intériorisé que... Mais c'est un personnage, je veux dire... Je voudrais intervenir. On a pour habitude, quand on présente un film avec l'ACF, c'est pas le film qu'on va interpréter. C'est plutôt essayer de tirer un enseignement des questions qu'on peut se poser, mais en aucun cas, finalement, de porter un jugement sur le film ou sur les personnages du film. C'est pas tout à fait ça qui nous importe. Donc je voulais juste un petit peu recentrer les choses là. Donc voilà, oui, allez-y. C'est juste, je trouve un peu dommage que vous veuliez arrêter le débat, parce que je crois que c'est là le vrai problème. Le problème, c'est qu'on est, nous n'avons pas vu un film qui, en tout cas moi, c'est pas un film. C'est parce que j'ai pas vu un film qui cherche à montrer la différence entre, les problèmes qu'il peut y avoir d'être femme ou homme, d'être homosexuel ou pas. Moi, j'ai juste vu un film où, au final, un être humain s'est découvert un amour pour un autre être humain qui habituellement, ce type-là,
cette personne-là est rejetée par la société, non pas parce que c'est un transsexuel, mais simplement parce que la société, cette société dans laquelle il vit, a mis en place un certain nombre de codes, et ce sont ces codes qui, aujourd'hui, doivent être changés. Et là, on est pile poil dans le débat, puisque nous avons deux individus qui posent ce problème, le problème de code. Est-ce que c'est normal d'aller dans une boîte, dans une espèce de boîte, ou je sais pas à quoi ça ressemblait un truc, à des heures pas possibles pour une femme? Parce qu'au final, c'est une femme pour moi, c'était pas un transsexuel, c'est une femme, simplement. Est-ce que c'est normal pour une femme d'être à des heures pareilles, boire un verre, boire de l'alcool, avec des hommes qui, au plus, semblent être un peu des voyous, hein, paraissaient bien comme des voyous. Donc c'est pas très normal. Alors, en même temps, si elle en vit, est-ce que, pour autant, ça donne de bonnes raisons à ce voyou de venir l'embêter? Aucunement. Si cette personne, qu'elle soit femme, homme, ou tout ce que vous voulez, a envie de ce qu'on peut aujourd'hui traduire de travesti, de se travestir dans la rue, ça gêne qui? Ça gêne moi parce que j'ai des codes depuis tout petit, parce que j'ai une religion, parce que j'ai des valeurs qu'on m'a transmises pendant très longtemps. C'est là-dessus qu'il faut qu'on agisse, sur ces valeurs-là. Aujourd'hui, ces valeurs n'ont plus de raison d'être. En tout cas, ces valeurs doivent évoluer, impérativement. Alors, je voudrais juste amener un tout petit peu le débat aussi sur un autre truc qui peut déranger, c'est que, au final, ce qui dérange aussi peut-être aujourd'hui à La Réunion, c'est pas seulement le fait de savoir que deux individus de sexes différents s'aiment, de même sexe s'aiment, c'est le rapport qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce qui se passe après. Finalement, ils s'aiment et puis il y a quoi? Il y a un rapport sexuel. Et c'est ce rapport sexuel qui dégoûte, je crois. C'est ça qui, en fait, on devrait arriver à ce... Mais enfin, je veux dire, quand je regarde ma mère et mon père, je ne pense pas au rapport sexuel de mon père et ma mère. Où est le problème? Ça ne me gêne pas. Je veux dire, ils s'aiment, il n'y a pas de problème. Donc, aimer quelqu'un, en tout cas pour celui qui regarde le couple, ça ne le regarde pas s'il y a un rapport sexuel derrière. Il doit juste voir que deux individus qui ont des liaisons, qui ont un rapport empathique un peu plus grand que celui que j'ai, moi, avec lui. Je crois que c'est simplement ça, il faut s'arrêter à là, c'est tout. Parce que l'autre partie nous dérange encore dans cette société. Voilà. Je rejoins complètement ce que vous dites, monsieur. Je pense juste que là, on est en train de dire, dans cette société, aujourd'hui, qu'on a encore moins d'empathie, qu'on a moins de liberté, etc. Je pense qu'au contraire, on est en train d'ouvrir les choses. Bien sûr, c'est pas encore fait. Bien sûr, c'est pas encore admis. Et la zone de l'intime, qui devrait rester de l'intime, est de plus en plus mis en exergue, voire jetée en pâture sur la place publique, alors qu'elle n'a pas à y être. Mais c'est quand même, il me semble, plus simple de vivre sa vie plus ou moins à découvert qu'il y a quelques années, voire quelques centaines d'années. En tout cas dans nos sociétés occidentales. Vivre en couple, que ce soit deux femmes ou deux hommes, il y a encore... allez, on va dire 100 ans pour faire large, c'était extrêmement compliqué, voire difficile, voire impossible, voire passible de prison ou d'autres mots encore plus difficiles à vivre. Donc je pense que même si rien n'est parfait, on va vers une ouverture, même si les esprits restent encore assez souvent fermés. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Pour revenir justement sur le court-métrage et par rapport à ce que vous disiez, Madame Baïf et puis Diane, c'est justement sur cette féminité que Abiba, c'est ça, utilise pour défendre finalement son beau-frère quand il sort de la voiture. Et je trouvais ça justement, là aussi, elle fait vraiment en couple avec cette féminité. Et elle s'en sert justement pour défendre l'autre quelque part. Donc je trouvais ça intéressant aussi. Et comment dire,
et faire le lien avec cette scène finale aussi, où il refuse de monter dans la voiture, et où là, ça fait couple quelque part, mais sans faire couple. C'est ce que vous disiez au départ, c'est que finalement, ça ne fait pas couple dans ce film. Il y a une découverte de l'autre, mais ça ne fait pas forcément couple. De façon inconsciente. Il y a une liaison, voilà, il y a une liaison inconsciente. Oui. Après, là, on ne saisit pas bien sur quoi ça peut se faire entre le beau-frère et la belle-sœur. Oui. Voilà. Mais faire couple, il y a quelque chose d'autre que d'être ensemble et d'avoir un rapport sexuel ensemble. C'est vraiment très différent de cela. C'est qu'il y a quelque chose qui fait signe chez l'autre, quelque chose qui, quelquefois, n'est pas su de nous-mêmes et qui nous accroche. Et l'autre va aussi s'accrocher par rapport à quelque chose d'un point d'inconscient là. Et c'est au-delà, finalement, de la relation sexuelle. Et c'est pour ça qu'on s'était posé tout un tas de questions. Finalement, c'est quoi les impasses? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes impasses qu'ont les couples hétérosexuels et les couples homosexuels? Quant à l'engagement, quant au mariage, ce sont des questions. Ah, Émile, vous allez nous répondre. C'est très, très personnel, pour le coup. Alors là, on ne peut vraiment pas généraliser. Bon, je vais parler de mon expérience propre qui n'est vraiment pas généralisable. Hein. Voilà, donc, moi, je suis aussi transgenre. Hein. Donc, je suis un homme trans, en l'occurrence. Et j'ai vécu donc, toute la première partie de ma vie, jusqu'à l'âge de 23 ans, j'étais connue comme étant une fille. Et puis, la fille avec le nom bien féminin qui tâche, et puis on a tout le tralala qui allait avec. Et puis, comment dire, l'idée de faire du lien avec les gens, ça a toujours été compliqué pour moi. Et faire couple, me mettre en couple, ou lier des amitiés, ça a toujours été un challenge. Parce que j'avais toujours cette espèce d'idée que les gens ne me voyaient pas vraiment, en fait. C'est-à-dire qu'ils aimaient bien quelqu'un, mais si ça se trouve, ils se faisaient complètement des idées dessus, et ils se bloquaient. Ce qui fait que pendant des années et des années, je n'ai pas pu déjà savoir quelle était mon orientation sexuelle. Je m'en foutais complètement, en fait, jusqu'à un âge très avancé. À 19 ans, je me suis rendu compte qu'il était possible que j'aime les femmes, peut-être. Puis je m'en suis tenu à ça parce que j'étais profondément misandre. C'était amusant d'ailleurs pour un homme trans d'être profondément misandre, parce que je ne supportais pas la masculinité des autres parce que la mienne m'était refusée. Et je ne pouvais pas envisager de me lier d'amitié ou d'être en couple avec un homme, pour la bonne et simple raison que je me disais que je serais nié dans mon être profond, parce que cette personne en face de moi était entière et moi pas. Et qu'il y aurait toujours un rapport de domination. C'est quelque chose que je sentais sous-jacent, sans réussir à le nommer, cette espèce de rapport qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, de l'un protège, l'autre est protégé. Je refusais d'être protégé. Du haut de mon 1m66, pour moi j'étais Hulk, et puis c'était moi le dominant de la bande, quoi. Et en fait aujourd'hui, quand je regarde rétrospectivement, je suis absolument à 50-50, c'est-à-dire que je me fous éperdument du sexe de la personne qui me plaît, elle me plaît, puis c'est tout, le reste est accessoire. Et je me rends compte que c'est toujours compliqué avec les hommes, pour la bonne et simple raison que l'impasse pour moi, c'est le fait de ne pas pouvoir donner une famille à cet homme. C'est toujours l'idée de et si on nous refuse l'adoption, ce sera de ma faute. Dans ma tête, c'est de ma faute, parce que j'avais qu'à pas transitionner, je n'avais qu'à pouvoir porter un enfant, voilà, c'est de ma faute. Donc il y avait ça, il y a aussi l'idée de mettre le désordre dans la vie de quelqu'un qui va du coup se découvrir ou pas homosexuel et qui va avoir les problèmes avec la famille derrière ou ce genre de choses. Et pour moi, c'est une impasse au faire couple que j'ai avec la genre masculine en général et qui est toujours pas réglée. Donc voilà, c'est une différence que je peux trouver entre les deux. Pour moi qui me moque un peu éperdument du sexe de la personne en face. Pour le reste. Voilà. Pas sûr que ce soit très enrichissant. Voilà, merci Émile. Moi, il y avait une question que je me posais, et je vais la poser ouvertement, en fin de compte, c'est pour faire couple avec l'autre, est-ce qu'il ne faut pas réussir à faire couple avec soi? La première phrase, je ne l'ai pas dite. En
fait, Stéphane, il est en train de me dire que j'ai oublié une phrase dans mon introduction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de soi-même, effectivement, et qui nous guide vers cet autre. Il y a toujours quelque chose de soi-même. Alors c'est pour ça que la question qui nous était venue, peut-être à Antoine et à moi, quand on avait travaillé, c'était finalement la question des transidentitaires. Est-ce que finalement ils font couple avec l'autre ou avec eux-mêmes, peut-être encore davantage que d'hétérosexuels? C'était un petit peu notre question, sachant qu'il y a toujours quelque chose de soi-même qu'on retrouve dans l'autre, et c'est bien ça qui nous fait courir de ce côté-là, si je puis dire. Excusez-moi, je trouve qu'il y a souvent une confusion entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre, et en particulier pour les personnes transidentitaires. Je ne comprends pas pourquoi vous posez cette question pour les personnes transidentitaires en particulier, pas pour les personnes cisgenres. Pourquoi vous ramenez ça aux personnes transidentitaires? Juste une précision, les personnes cisgenres n'étant des personnes qui ne sont pas trans. Voilà, c'est-à-dire tout le reste. Pardon. Désolé. En fait, il y a beaucoup de confusion, comme le disait Émile, dans notre développement personnel entre les deux, parce qu'on ramène toujours tellement tout à l'orientation sexuelle que souvent, il nous arrive de croire que c'est une question d'orientation sexuelle. Moi-même, je me suis écrit bi pendant très longtemps. Et parce que, pour beaucoup de personnes, le genre, c'est tellement une question sexuée qu'on n'arrive pas à séparer les deux. Et donc, finalement, dans notre transition, effectivement, oui, on se pose des questions de savoir si on se rapproche de l'autre personne ou si, au contraire, on s'en éloigne. Mais c'est uniquement une question de transition. C'est pas du tout une question d'état d'origine, en fait. Donc, une fois que cette transition est terminée, on n'a plus ce genre de problème. Donc, pour parler un petit peu plus de l'orientation sexuelle, mon histoire est vraiment très, très classique, hein. Je me suis cru bi pendant très longtemps parce que justement à cause de l'hétérocentrisme, quand on se sent femme, on se dit que forcément on doit être attiré par les hommes, même si en fait c'est pas le cas. Il se trouve que finalement je suis lesbienne, enfin je suis attiré par les femmes. Et donc je me suis forcé à avoir des rapports avec des hommes pendant très longtemps alors que finalement c'était pas du tout mon truc. C'est l'année dernière seulement que je me suis comprise. Et voilà, cette question vraiment de toujours tout ramener au sexe, à l'hétérocentrisme, etc., c'est un gros problème. Pour nous, c'est vraiment pas une revendication, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de communiquer aux gens en général. Voilà. Lors de nos discussions là, pour la préparation de cette soirée, plutôt que de sexe, on parlait. Enfin, moi, j'avais plus en tête la question du féminin et du masculin. Et quand moi, il y avait eu une petite anecdote qu'on avait. Je ne sais pas, c'est pas toi, Antoine, qui avait sorti cette anecdote-là. On s'est dit, parce qu'on peut, dans un couple hétérosexuel, il y a une femme qui peut être du côté du masculin et être en couple et faire couple, pourquoi pas, avec un homme qui, lui, est du côté du féminin. Mais l'un et l'autre se revendiquent du genre de leur sexe. Certainement. Après, il y a beaucoup de... Pardon ? Je disais donc ça, c'est une question d'expression de genre et non d'identité de genre. Hein. Donc, comme vous le signez vous-même. Mais les deux ne sont pas liés du tout, en aucun cas ou presque. Alors, peut-être qu'on reprendra ça, mais moi, à un moment donné, je maille. Oui, précisez-nous alors. L'identité de genre, c'est ce qu'on est réellement au fond de soi, qu'on soit homme ou femme ou personne non binaire, ce sont des personnes qui échappent à cette dichotomie entre hommes et femmes. L'expression de genre, c'est la manière dont on est perçu par les autres personnes en fonction des codes de la société dans laquelle on se trouve à un instant T. Donc, un exemple bien connu, ce sont par exemple les lesbiennes butch, qui sont, enfin, des femmes qui sont perçues comme étant plus masculines ou au contraire des hommes qui sont perçus comme étant plus féminins.
Moi, mon intervention là, c'est pour tout ce qui concerne la banalité du quotidien, en fin de compte. Bon, alors, je vais parler de moi, je suis une femme, mais il y a certains moments de la vie où je vais me comporter davantage comme un homme. Et je suis d'expression de genre féminin, c'est ça? Et donc ça, expression de genre féminin, ça veut dire quoi exactement? C'est la manière dont on est perçu par la société. Voilà, donc je pense que la manière dont je suis perçue par la... Voilà. En gros. Bon, stéréotype, on peut dire que je suis quand même du côté du féminin. Et puis, au niveau de ma biologie, je suis aussi du côté du féminin. Mais il y a parfois dans mes attitudes, dans mes réactions, dans ma façon d'être avec les gens, où je peux être du côté du masculin. Et donc, c'est de cela dont je parle en fin de compte. Et donc, il y a certains... En fait, elle parle le plus en langage psy, je crois. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a un côté sur le plan psychique, étant donné qu'on a une orientation lacanienne, où il y a ce qu'on appelle des formules de la sexuation avec un côté masculin, un côté féminin. Donc je crois que tu te réfères à cela. C'est pour ça que, au niveau vraiment des signifiants des mots que vous utilisez, au début on était vraiment perdus quand on parlait entre nous, parce qu'effectivement, on ne les a pas encore tous, ces termes-là. Vous avez une terminologie qui est très différente de ce qu'on emploie nous. Alors quand même, aller au bout de ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. En fait, c'est ce que beaucoup de personnes appellent la théorie queer. Pour moi, ce n'est pas une théorie, c'est plus une manière de découper plusieurs aspects de l'identité d'une personne. Donc l'identité de genre, c'est si on se sent homme ou femme, ou non-binaire, encore une fois. L'expression de genre, c'est ce qu'on dégage en général aux yeux des autres personnes. Et après, encore une fois, il y a l'orientation sexuelle. Les trois ne sont liés en aucun cas. Il y a souvent des normes, des standards qui se dégagent. Souvent, une personne qui se sent homme aura des expressions de genre plutôt masculines, et il y a de fortes chances qu'elle soit plutôt hétérosexuelle ou bi à forte tendance hétéro. Ce sont des majorités. Mais quand on s'intéresse aux personnes queer, on s'aperçoit qu'il y a tellement de variabilité, tellement de choses différentes, tellement de mélanges possibles, que je crois que c'est la manière d'expliquer, enfin de se décrire, qui peut être la plus souple en fait dans cette histoire. Dire masculin ou féminin, ok, mais on parle de quoi? On parle de l'identité de la personne, on parle de ses expressions de genre, on parle de son rapport par rapport aux autres personnes. Est-ce qu'on parle de sexe? Est-ce qu'on parle de genre? Encore une fois, les deux sont bien séparés. Je n'hésite pas à dire que je suis de sexe mâle, mais que je suis une femme quand même. Pour moi, les deux sont en aucun cas liés. Donc voilà, c'est juste une manière de décrire une réalité qui est vécue pour beaucoup d'entre nous de manière aussi simple et aussi... Enfin, on se comprend en tout cas comme ça. Je vais arrêter de l'éteindre. Voilà. Non, je suis un peu interpellé aussi sur le sujet. C'est vrai que plusieurs fois, cette sexualité qui est au centre. Je peux avouer que les personnes qui sont homosexuelles ont aussi absolument ras-le-bol du fait que ce qui revient en premier, c'est la sexualité. Or, le sujet de ce soir, c'est pas, à mes yeux, spécialement la sexualité. Et même loin de là, Stéphanie me regarde méchamment, on est très loin de là. C'est vers l'autre, gentiment. C'est la relation à l'autre, en passant par la relation à soi, de la même manière. Donc là, on est parti dans cet esprit-là sur le fait qu'on n'a pas de focus sur la sexualité, loin de là. La sexualité est une partie qui existe du comportement, comme aller au restaurant et tout le reste. C'est très, très secondaire. Là, on est plus dans la vision de l'interaction entre deux personnes. Définir ce principe d'interaction, après de savoir... petite anecdote, hein, moi j'ai un collègue qui est webmaster en France et qui est lesbienne, c'est-à-dire un collègue lesbienne. C'est-à-dire que si vous le regardez au quotidien, eh bien lui il vit exactement, il est physiologiquement un homme et il vit avec sa femme.
et se vit en tant que femme. C'est celle-là, c'était celle-là, on en avait parlé. Et je trouvais ça très original, cette façon de penser les choses. Mais là, on n'est pas dans le domaine de la sexualité, on est presque dans le domaine du quotidien, et rien d'autre. C'est-à-dire qu'il y a cette vision qu'on peut avoir dans notre société du dominant-dominé, et des expressions comme ça, ne sont pas forcément vécues de la même manière dans ce type de couple. C'est-à-dire qu'on arrive à une nouvelle codification, à des référents un tout petit peu différents. Donc là, pour moi, le sujet de ce soir, c'était justement ça, de ce regard qu'on avait sur ces codes et ce regard sur le regard qu'on a sur l'autre au travers de soi, de la même manière. Et je suis d'accord sur le fait que la première chose, et quand on parle de coming out, je ne parle pas d'homosexualité, je parle de coming out, ce qui n'est pas la même chose pour moi. On commence à assumer quand on fait couple avec soi-même, en fin de compte. C'est une façon comme une autre. J'allais dire qu'une personne standard, pour ne pas dire normale, n'a pas de coming out à faire. C'est-à-dire qu'elle est en couple avec elle-même sans avoir à poser le problème. Quelqu'un qui est né homme et qui se vit homme n'a pas ce problème non plus. Il n'a pas à faire couple avec lui-même, dans le sens où le couple, il est implicite. Donc, par contre, quelqu'un qui est transgenre va vouloir, quelque part, qu'il fasse couple avec lui-même, c'est-à-dire à un moment ou à un autre, arriver à se comprendre et à s'entendre sur le sujet. Et là, je reste tout à fait d'accord avec moi sur le fait qu'on... C'est tellement facile d'être d'accord avec soi. On est très loin de l'aspect de la sexualité. C'est vraiment... Ça n'est pas ce registre, avant tout. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Carole Rico, alors je voudrais réagir à ce que vous dites vraiment sur un détail, mais qui me paraît important, c'est que je trouve que votre discours il est un tout petit peu normatif, pardon de dire ça, mais vous parlez de problèmes, j'entends bien que c'est pas facile, etc., mais je crois que tous les adolescents, à un moment donné, ils sont dans un questionnement autour de leur identité, de leur expression, de leur personne, en fait. Et j'entends bien que ce qui est difficile, et c'est là où je rejoins aussi Thérèse Baïf, c'est que dans notre société, le plus grand nombre fait la norme. Et c'est un peu ça la difficulté. C'est-à-dire que pour les gens qui ne se reconnaissent pas dans le modèle le plus répandu, eh bien effectivement, dans le regard des autres, le fait d'être différent devient être pas dans la norme. Il y a un glissement qui s'opère et qui est complètement, je sais pas comment dire, moi, assimilé par tout le monde. Et c'est ça qui rend les choses douloureuses. Et moi, dans problème, je dirais douleur, en fait, difficulté, enfin, je sais pas comment dire, mais la situation, le problème, il est là pour tout le monde à un moment donné de sa croissance. Et effectivement, c'est douloureux quand on n'est pas dans le schéma le plus répandu. Voilà, c'est tout ce que... Parce qu'à plusieurs fois, je me suis sentie interpellée par des glissements comme ça qui, je trouvais, s'opérer. Voilà. Bon. Oui, parfait. Je vais essayer de continuer avec ce que vous dites. Alors, depuis tout à l'heure, je suis en train de me demander si, en fait, on n'est pas dans une phase transitoire dans notre société, en tout cas européenne enfin, celle qu'on vit également à La Réunion. Pour moi, il n'y a pas de différence également. Donc, en fait, j'ai l'impression, moi, qu'on est en train de vivre une transition donc, entre le moment où, fut un temps, il y avait une vraie dichotomie entre l'homme et la femme. Il y avait une vraie différence entre ce qu'une femme devait faire, ce qu'un homme devait faire, des métiers qui étaient réservés aux hommes, des métiers réservés à la femme, etc. Des attitudes à avoir, aussi bien en sortant de l'église ou en rentrant dans une pièce, en enlevant son chapeau, etc. Avec ouais, c'est un petit clin d'œil, avec une nouvelle étape qui serait de ne plus faire de distinction justement entre l'homme et la femme. En fait, ce qu'on a essayé de faire depuis fort longtemps,
donner la femme toute sa place et ne plus différencier, en tout cas je parle sur l'entité sociale, hein, l'homme et la femme, ne plus faire de différence entre l'homme et la femme. Et peut-être que cette transition-là, aujourd'hui, elle n'est pas si facile que ça à assimiler, et peut-être encore moins par les adolescents, parce que justement, ils n'ont plus de repères. Enfin, le repère qui était très clair avant, plutôt, il y a des repères, bien évidemment, mais ces repères qui étaient dichotomiques avant ne l'est plus maintenant. Donc, il est peut-être plus difficile à assimiler et de fait rend les choses plus compliquées. Mais je pense qu'on est simplement dans une phase transitoire. Et sur une petite note d'espoir, je pense qu'on arrivera à quelque chose de bien dans pas très longtemps. Voilà. Merci. Carole. Personne n'a entendu? Ah bon? Ah bon? Phrase en disant qu'il suffit que tout le monde y mette de l'amour. Mais j'allais dire étrangement que le but de ce genre de petite rencontre, c'est aussi de mettre l'échange au milieu et de remettre l'humain à sa place. On a tous Facebook, on a tous plein de choses, on a plein de supports. Hein. Et le reste, après, ce qui importe le plus, c'est cette capacité à échanger. Moi, je trouve que c'est le principal. C'est pour ça qu'à Horizon, il n'y a pas de H. Hein. C'est que nous, on cherche le H de humain. Quelqu'un veut intervenir? C'était pour le trait d'humour. Marie-Pierre. Je voudrais revenir sur le film. Il y a un petit passage que j'ai trouvé encore une fois touchant. Il y a plein de trucs qui m'ont touché dans ce film. C'est Habiba qui explique à sa sœur comment se maquiller, comment être quand on est une femme, comment on doit s'occuper de son mari, de sa place de femme. Voilà, et du coup, en les regardant faire, j'ai trouvé ça génial. Et ça m'a fait penser, en rebondissant, que, en fin de compte, très souvent, ce sont les hommes qui vont exacerber le côté féminin, enfin, le côté féminin de la femme. Donc, les grands couturiers, la plupart, ce sont des hommes. Ceux qui vont faire des maquillages extraordinaires sur les femmes, ce sont des hommes. Pardon ? Non, je disais juste qu'on était dans une société patriarcale et l'accès, quand même, reste toujours très compliqué. Même si les grands couturiers sont des hommes, il y a eu des grands couturiers qui sont des femmes, de la même manière. Mais on reste aussi, alors je parlais d'hétérocentrisme, mais on est aussi dans une société très masculine, quelque part, très gérée par les hommes. Voilà. Donc je disais que je ne suis pas sûr que ce soit spécialement les hommes. Coco Chanel était une couturière hors norme, elle aussi. Oui, peu à peu, le métier se féminise, bien sûr. Mais Coco Chanel était une femme extraordinaire, mais elle avait un côté hyper autoritaire qu'on peut mettre du côté du masculin, peut-être. Tu vois ? Enfin, voilà, moi c'était la petite remarque que je voulais faire par rapport à la question du féminin, voilà, et comment c'est exacerbé par l'homme, voilà, par un homme qui accepte aussi son côté féminin, voilà, pas n'importe quel homme non plus. Oui. Alors, justement, je me demandais si c'est pas la mascarade. Oui, voilà. Donc finalement, en psychanalyse, c'est pas tout à fait ce qu'on appellerait la femme. Émile, vous vouliez dire. Donc, il féminise du côté de tous les postiches, de tous les semblants. Voilà. Émile, vous vouliez intervenir ? Le genre, ça reste beaucoup une performance. Le genre masculin, le genre féminin, ça reste une performance. Je veux dire, c'est quelque chose moi, je me souviens étant gosse, quand je suis arrivé à 12-13 ans,
On a commencé à m'expliquer qu'il fallait que je porte des soutiens-gorge, qu'il fallait que je me comporte comme ça, qu'il fallait pas que je m'assoie comme ça, les jambes écartées, parce que ça ne se faisait pas. Et je veux dire, même aussi, cause de confusion, pendant des années, je me suis dit, mais pourquoi? De quel droit? Pourquoi je n'aurais pas le droit de m'asseoir les jambes grandes écartées? Même si je tentais que je serais une fille ou quoi que ce soit. Dit, qu'est-ce qui faisait que j'étais une fille moins bien si c'était comme ça? Et c'est marrant parce que souvent, ce sont des personnes qui sont très courageuses dans les pays où c'est pas du tout accepté, qui ont des caractères qui sont très forts. Ben là, on voit Habiba, c'est quelqu'un qui a un tempérament qui est quand même exacerbé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, qui pardonne tout, même les gestes brutaux de son beau-frère au départ, qui fait tout pour le protéger, et qui est dans une espèce de surperformance de son genre féminin, mais peut-être pourquoi aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'elle est effectivement hyper féminine, peut-être aussi que dans la société dans laquelle elle est, si elle ne prend pas cet aspect d'elle-même en main et qu'elle ne va pas jusqu'au bout, elle sera attaquable quelque part. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit autant que j'aille au bout du truc, au moins les gens ils oseront pas parce qu'ils verront que je m'assume. Alors tandis que si je prête le flanc, tout de suite on va s'attaquer à ces personnes. Et j'ai toujours pensé que pareil, la performance du genre jusqu'à un certain degré, ça peut nuire au rapport qu'il peut y avoir aussi bien entre les hommes et les femmes, ou même entre les hommes entre eux ou les femmes entre elles. Quand quelqu'un met cette performance avant son soi, ça peut poser problème. Voilà. Parce qu'il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on ait tel comportement. Quand une femme peut dire à son mari, mais pourquoi tu n'y vas pas, pourquoi tu vas pas devant, alors que lui, il n'a pas plus envie qu'elle, mais il faudrait que lui, il y aille parce qu'il est un garçon. Tout ça, ça reste pour moi plus une source, enfin c'est purement personnel, ça reste plus une source d'ennui qu'une source d'harmonie pour l'instant. Mais bon. Parce que ça limite une certaine part de liberté d'être soi. On peut tout à fait être une femme et être hyper féminine, être un homme et être hyper masculin, mais il faudrait que ce soit confortable. C'est-à-dire que si cette personne est hyper masculine, elle l'est, et puis on n'a pas forcé à aller dans cette direction. Ça peut gêner le lien avec l'autre. Voilà. Alors, juste, Stéphane est venu me dire, mascarade, c'est pas un mot chouette. Effectivement, c'est un mot qu'on emploie parfois en psychanalyse. Mascarade, postiche, c'est pour dire finalement tout ce qui peut être le maquillage, tout ce qui peut être les semblants qu'on met sous les auspices du féminin, qui finalement ne sont peut-être pas si... Ils sont féminins, mais ils ne reflètent peut-être pas ce qu'est une femme. C'est peut-être là pour voiler quelque chose, et cacher quelque chose justement que la femme n'accepte pas. Donc ça peut être justement de l'autre côté de ce que peut être une femme, en tout cas. C'est pour ça que j'employais mascarade, et c'est vrai que c'est pas forcément très joli quand on n'a pas l'habitude de l'employer. Je veux juste dire un mot après Émile. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis tout à l'heure, je trouve que vous êtes très juste dans le fait de dire finalement on s'en fout de savoir qui aime qui, pourquoi, de qui fait quoi et comment. Enfin, il s'agit d'être fort avec soi-même et d'être vrai avec soi-même. Et que rappelons-nous que quand vous parlez de mascarade, de postiche, etc., maintenant c'est devenu des attributs plus féminins, mais il y a quelques siècles, les hommes se poudraient, se maquillaient, se parfumaient, se mettaient de la dentelle. C'est aussi une histoire de code qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, et qui fait en sorte qu'on est plus ou moins accepté dans un type de société ou dans un autre. Mais qu'effectivement, je trouve ça très, très touchant, très vrai, ce que vous dites, du fait que pourquoi est-ce qu'une petite fille ne pourrait pas s'asseoir les jambes écartées sous prétexte qu'on voit sa culotte? Et alors? Si elle se sent bien, après c'est une question de code, de bienséance, d'éducation et de choses comme ça. Mais c'est plus dans une éducation qui fait que les petites filles se comportent de telle façon et les petits garçons d'une autre. Mais que ça peut varier d'un siècle à l'autre. Au début du siècle, les petits garçons étaient en rose et les petites filles en bleu. Ça a changé
avec Barbie. Il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi, toujours sur le thème de la mascarade. Ça, c'est quelque chose qui nous touche aussi beaucoup, la mascarade, parce que pour les personnes transgenres, c'est avant de faire notre transition qu'on est en pleine mascarade. À partir du moment où j'ai commencé à me maquiller, pour moi, ce n'était plus de la mascarade. Pour vous, ça a l'air d'être une manière de se cacher ou je ne sais quoi. Je ne pense pas, c'est tout simplement ça, une manière de s'approprier ou non les codes qui nous plaisent dans la société. Ce sont certains artifices qu'on utilise éventuellement avant, effectivement, qui peuvent être une mascarade. Pour ma part, ça a été de jouer au mal viril, ce genre de trucs. J'étais carrément dans le stéréotype et voilà, dans la mascarade. Donc, après, vouloir utiliser du rouge à lèvres ou n'importe pour une personne, n'importe quelle personne, quelle qu'elle puisse être, que ce soit un homme, une femme ou n'importe, vouloir attribuer ça à cacher quelque chose derrière. Je crois que c'est mal compris, dans le sens où ce que disait Stéphanie, c'était plus que la mascarade, c'était les femmes. Peut-être que justement, ça n'est plus pour toi une mascarade, du fait que tu utilises dans un autre sens. Le mot mascarade, c'était pas le mot... Bon, c'est le mot mascarade de psy. Donc voilà. Donc, c'est pas méchant, hein. De psy. Canalis. Donc, je vais la laisser parler. C'est une erreur de vocabulaire. Non, je crois qu'on s'est compris sur le fait de mascarade, effectivement. Et RuPaul, qui est un travesti célèbre, dit on est né nu, tout le reste n'est que travestissement. C'est pour ça d'ailleurs qu'en psychanalyse, c'est pas justement tout ce qui est maquillage et tout cela qui fait la féminité ou pas. C'est pour ça qu'on emploie le terme de mascarade, mais il peut parfois, pas tout le temps, venir voiler quelque chose qu'on ne veut pas parfois, voir. j'apprécie. Ouais. Mais il y était tout à l'heure, le parfois. Mais donc c'est parfois, effectivement, vous avez raison. C'est pas. Et puis vous en avez eu une utilité qui était la vôtre, qui était en fait, vraiment une utilité. Vous l'avez interprété dans ce film de manière assez forte, il me semble. C'est ça qui m'a gêné. Si ça avait été deux femmes cisgenres, enfin non transgenres, est-ce que vous auriez mis l'accent là-dessus ? Non, je ne parlais pas du film quand je parlais de ça. Je rebondissais. Si, vous parliez du fait que je rebondissais sur l'intervention de Marie-Pierre en disant que justement, Marie-Pierre disait que le beau-frère féminisait. Non, tu disais que c'est le frère qui féminisait sa sœur. Et je disais, est-ce que c'est quelque chose autant de la féminiser ou quelque chose de la mascarade, dans le sens où est-ce que la question en fin de compte, moi, que je me poserais plus, c'est que finalement, est-ce que c'est ça une femme ? Est-ce que c'est avec du maquillage, avec des décolletés, avec tout ça ? Voilà, c'est une question que je pose là. Donc c'était un peu une réponse à ce qu'elle disait. Est-ce qu'il la féminise autant que cela ou pas ? Excusez-moi, j'insiste bien, elle la féminise, s'il vous plaît. Oui, vous avez tout à fait raison. Merci. C'est une question de respect. Elle-même le dit à plusieurs reprises dans le film que c'est une femme. Vous demandez si vous posez les termes en question de mascarade. Moi, je me pose plus la question en termes de sexisme. Vous disiez, à mon sens, à juste titre, ce sont les hommes qui imposent ça aux femmes. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez dit comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, que ce sont les hommes qui confortent les femmes dans leur féminité. Je ne sais pas comment vous l'avez dit exactement. Après, c'est mon point de vue, hein, c'est comme ça que je vois les choses. Ce que je repère, c'est que très souvent, du côté de l'homme, il y a un repérage peut-être plus spécifique. Du côté de l'homme, qui est peut-être questionné par le féminin. Donc il va y avoir un repérage plus spécifique de ce que Stéphanie appelait tout à l'heure la question de la mascarade. Voilà. Qu'est-ce qui fait que une femme va habiter ce côté féminin. Voilà. Donc force est de constater que c'est quand on voit le domaine de la mode, le domaine du maquillage, etc., ce qu'on repère très souvent, c'est que ce sont des hommes qui
identifie, qui pointe peut-être ce qu'il y a de plus spécifique au féminin, dans tout ce qui va faire la mascarade du féminin. Voilà. Et Habiba, donc, qui au départ était un homme et qui est devenu une femme, Habiba, pour habiter cette place de femme, a quand même pu identifier très précisément je vais utiliser le mot artifice. Voilà. Qu'est-ce qui va permettre de se faire identifier ou repérer par l'autre comme étant du côté de la femme? Donc ça va être utiliser du rouge à lèvres, c'est ce qu'elle dit à sa sœur. Une femme, ça doit porter du rouge à lèvres, c'est comme ça qu'elle est plus sexy. Ça va porter des bracelets, il y a aussi une sensualité très forte au niveau des bruits aussi. Il y a le bruit des bracelets, je ne sais pas si vous avez été sensible à ça. Chez Habiba, c'est très fort, chez sa sœur aussi, c'est très fort. Voilà, il y a tout un rapport aux objets, au son, au regard, aux attitudes. Il y a des postures aussi à avoir qui vont être très fortement marquées chez Habiba parce que ça a été repéré, identifié comme étant la base du côté du féminin. Et en miroir, ça va être repéré chez la femme qui est née dans un corps de femme. D'accord ? Voilà. Je vous remercie pour les efforts que vous faites pour le... Merci. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Alors, ça reflète tous les échanges qu'on avait eus. Effectivement, parce qu'il va être l'heure de la fin bientôt. Ça reflète un petit peu tous les échanges qu'on avait eus et justement, sur cette question on peut être né effectivement homme ou femme biologiquement et qu'on ne se soit jamais senti sexué, du moins du genre que la nature nous a attribué, ou d'après le physique qu'on a. C'est-à-dire que là, dans ce que je vois de ce film-là, on n'a pas l'histoire d'Habiba, mais elle ne s'est peut-être jamais sentie autre que femme, de tout temps. Alors, pour donner un peu plus de détails sur la transidentité, c'est quelque chose qui s'affirme en général très tôt, vers l'âge en général entre 3 et 9 ans, et qui se confirme à l'adolescence. Donc on ne devient pas transidentitaire après quand on est adulte. C'est juste qu'on le redécouvre en fait. C'est ça. Et donc en fait, je voudrais tout simplement dire que l'identité de genre, que ce soit pour les personnes cisgenres ou transgenres, se forme à peu près au même âge. Bonsoir. C'était juste pour peut-être essayer de traduire les échanges que j'ai entendus entre les deux langues, en fait, la psychanalyse et la langue, c'est normal, parce que j'ai pas tout compris non plus à vos termes, mais j'essaie de suivre. On n'a pas parlé de désir. Et ce que j'entendais de ce que tu disais, Marie-Pierre, c'est que peut-être ce que tu voulais dire, c'est que c'est le désir d'un homme hétérosexuel, donc qui désire la femme qui elle-même est hétérosexuelle, qui féminise cette femme. Donc c'est une femme homosexuelle qui désire un corps de femme, elle va aussi féminiser le corps de la femme et pousser l'autre femme à être plus dans ce que vous disiez, vous, Émile, sur le côté de forcer je ne sais pas comment vous aviez dit, la performance, voilà, la performance du genre. Je pense que la performance du genre, c'est ce qu'on appelle la mascarade, d'un certain côté, dans notre jargon, dans le sens que c'est donc justement... forcé. C'est-à-dire c'est aller vers une identification au genre, parce que du coup c'est commode, parce qu'effectivement, comme disait Marie-Pierre, ça permet à Habiba de se faire repérer comme une femme par les autres autour d'elle, et puis parce que ça érotise la relation, et parce que c'est en tout cas pour beaucoup d'hommes hétérosexuels que je connais, ça leur plaît que la femme soit du côté de se féminiser. Pas tous, encore une fois. Bon. Mais ça peut, et si c'est le cas, effectivement, ça va amener la femme, de son côté, à encore plus se féminiser, parce que c'est pris dans le rapport du désir de l'un à l'autre, en fait.
Si vous permettez que je vous coupe juste quelques secondes, oui, vous raisonnez encore une fois en termes d'érotisation. Moi, personnellement, quand je me maquille ou que j'ai envie de me porter des vêtements féminins, c'est absolument pas pour attirer qui que ce soit. C'est pour moi avant tout. Oui, oui. Je parlais de, comme Marie-Pierre parlait de certains hommes qui vont pousser à la féminisation de la femme par le désir qu'ils ont d'elle. Voilà, il y a ce mouvement-là aussi. Dans ce cas-là, on est d'accord. Moi, je trouve que c'est une objectification de la femme. De la même manière que dans l'autre sens, c'est-à-dire que le désir d'une femme hétérosexuelle pour un homme va amener l'homme à adopter des postures plus. Il y a la question du désir aussi dedans, quoi. Et du coup, là, quel que soit le genre, quelle que soit la sexualité, etc., c'est le désir qui va faire qu'on va... c'est une des manières, le désir d'aller vers une identification à un genre, à un autre, à une sexualité, etc. Voilà. Ça peut pousser à ça, quoi. Merci Sophie. Bien écoutez, on va devoir rendre l'antenne. Le cognac G. Non, je ne vais pas vous la faire, c'est ce qui prouve une génération déjà très ancienne. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, il n'y a pas de buzzer, on n'est pas dans un... Voilà. Super, j'ai une question. Bonsoir. Non, j'ai formulé ma question, en fait, celle qui est inspirée par cet échange. Et je me demande si il ne pourrait pas être question, en fait, d'intégrer à un niveau individuel pour soi, comme dans la relation, comme au niveau collectif, intégrer notre complexité, en fait. On a parlé de masculin, féminin, on a parlé de tous les aspects de la sexualité, de genre, de tout ce qui peut donc constituer notre être. Et aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et voilà, c'est ma question. Enfin, c'est en tout cas ce avec quoi je repars. Et ce qui m'anime aussi, ce qui fait aussi que je suis là, c'est qu'il est question d'intégrer tout ce que je suis dans ma complexité. C'est facile et pas facile. Il y a des choses qui sont données par la norme, par le milieu dans lequel je nais et j'évolue. Mais en même temps, ce milieu-là, il est fait aussi de ce que j'y mets. J'ai l'impression qu'on est tous en marche vers ça, quel que soit. Alors, on a des points de vue, des angles différents selon, justement, ces fameuses définitions, ces catégories qui s'imposent à nous et qui marquent le discours. Mais au-delà de ça, je crois que je cherche personnellement à me vivre librement, quel que soit ce qui m'anime et ce que j'ai à assumer, de vivre librement, pour moi, bien sûr avec l'autre, dans la rencontre aux autres. Voilà, c'était ma contribution. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, si quelqu'un a encore une question, on va l'accepter, ce sera la dernière. Bon, c'est bien. Écoutez, moi je suis ravi d'avoir été ici. Je suis ravi de cette aimable collaboration entre la CF et puis l'association Horizon. Je suis ravi qu'on ait pu échanger déjà. J'espère que vous allez repartir avec des points d'interrogation, surtout, et surtout pas avec des points d'exclamation. Et j'aime bien la fin sur la nuance et la complexité. Je trouve que féminin-masculin, c'est un peu sec. J'allais dire par là, ça stigmatise beaucoup. Et je pense que, c'est mon opinion, la nuance est beaucoup plus vaste que ça. Et qu'on est tous composites, selon moi, mais à 100%. De l'homme et de la femme. La preuve, on en est issu. Donc, voilà. Je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée à tous. Merci en tout cas d'avoir été là. Au revoir. On a quelques petites boissons. Si vous voulez prendre un petit verre avec nous, ce sera avec le plus grand plaisir. Je suis blond, j'avais oublié. C'est surtout ça. Merci.